Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans cet épisode, vous allez découvrir l'instant où la mère d'Alexia Daval a réussi à faire avouer à Jonathan Daval le meurtre de sa fille. Ce sont des moments très forts qu'elle et son mari n'ont jamais racontés. À la fois terribles et très touchants. Bonne écoute. Quand j'arrive, c'est toujours difficile là. Le premier contact avec quelqu'un qui va raconter un drame pareil, c'est toujours extrêmement difficile. Et avant de se parler, il faut se connaître. La chance que j'ai avec cette famille, la famille d'Alexia Daval, c'est que je les connais maintenant. Et on reprend la conversation là où on l'a laissée. On est en confiance. C'est-à-dire que je crois qu'ils me disent tout. Et quand je vais chez eux ce jour-là, j'y vais sans complexe. Sans le complexe de frapper et dire bonjour, je suis journaliste, je travaille à tel endroit et je viens vous voir pour ça et j'aimerais qu'on en parle. C'est monstrueux de faire ça. C'est vraiment dur. J'ai juste une appréhension et je me dis voilà, encore une fois, je vais leur faire raconter ce truc. Et ça va être dur pour eux. Et je sais qu'ils vont pleurer. Vous savez, moi, j'ai attendu presque 50 ans avant de verser des larmes pour quelque chose, un truc, un autre, un décès. Et puis depuis 2 ans, on n'arrête plus de pleurer. C'est de plus en plus dur. Voilà. Alexia Daval est partie de son domicile vers 9h samedi matin pour un jogging qui dure habituellement 40 minutes. Son mari a alerté les secours à 12h25. J'espère qu'elle est en vie. Faites-nous la revenir, s'il vous plaît. Merci. Malheureusement, il y avait peu de doute. Le corps brûlé retrouvé en Haute-Saône est bien celui d'Alexia. La ligne de défense de Jonathan Daval a changé, et depuis un certain temps d'ailleurs, mais personne n'est pointé du doigt, et en aucun cas je ne confirme ou n'infirme ce qui a été écrit dans la presse écrite. C'est ici, à la gendarmerie de Besançon, que le mensonge de Jonathan Daval a pris fin. L'instant où Jonathan Daval avoue le meurtre d'Alexia. Alexia disparaît un samedi matin, 27 octobre. Je m'en souviens parce que ma mère est née un 27 octobre. Elle disparaît et on retrouve son corps le lundi suivant. Quelques jours plus tard, alors que je rentre chez moi, en région parisienne, ma voisine, Florence, vient me voir dans la rue, embarrassée. Elle me dit « Dominique, j'ai un service à te demander, mais pas aux journalistes, à l'ami. » Florence, elle est institutrice. Et elle me dit la sœur d'Alexia, Stéphanie, Alexia a une sœur, elle est instite, comme moi, et elle est instite dans cette école. Ça veut dire que la sœur d'Alexia Fouillot, épouse Daval, est ma voisine, elle travaille à côté de chez moi. Et Florence me dit, voilà, elle a besoin de conseils. On parle de cette affaire et voilà comment je suis arrivé dans ce dossier avec ensuite une rencontre évidemment avec les parents de Stéphanie et d'Alexia Daval, Jean-Pierre et Isabelle Fouillot. Je vais te faire passer par l'autre côté, tu verras mieux. Viens, tu vas passer par la salle. Avance. Au moment où j'entre chez eux, c'est la maison d'Isabelle et Jean-Pierre Fouillot. C'est ensuite, quand on va s'asseoir et qu'on va commencer à parler, que je réalise que ça a été aussi la maison dans laquelle ont vécu ensemble Alexia et Jonathan. Et donc j'entre dans cette maison, elle est très claire, les murs sont blancs, je ne réalise pas tout de suite, je regarde, il y a des photos d'Alexia, bien sûr, quelques photos d'Alexia, pas tellement d'ailleurs, hein. Il y a 2 ou 3 très jolies photos d'elle, on est assis face à face. C'est dans cette pièce qu'un jour, en 2002, Alexia avait 17 ans et elle allait passer son bac. C'est là que les parents Fouillot rentrent un soir d'un dîner chez des copains. Et il y avait 4-5 jeunes qui étaient là avec Alexia, avec les jeunes voisins qui passaient la soirée chez nous ensemble. Et il y avait ce garçon qui était là avec. C'est le copain d'un voisin et voilà, il l'avait emmené chez nous. Un petit brun qui s'appelle Jonathan Daval. Elle devait avoir 17 ans. Puis lui, il a 2 ans de plus. Oui, 19-20 ans. Oui. Et puis après, il se revoit, nous, on n'est plus dans le coup, là. C'est son premier amour ? Je dirais que oui. On dirait que oui. Nous, on pense que oui. Les parents, ils sont beaux.
Ils sont simplement beaux, séduisants. Lui, il a des cheveux gris, un beau visage expressif, une moustache. Il a une voix profonde, une belle voix. Et c'est un homme bon, parce qu'il n'a pas de haine. Même quand il parle de Jonathan, dont il sait maintenant qu'il a tué sa fille, il n'a pas de haine. Et sa femme, c'est la femme qui va avec cet homme-là. Elle est élégante, elle est jolie. Elle est jolie comme sa fille. Alexia était jolie. Tout le monde voit le visage d'Alexia. Ce visage, il parle à tout le monde l'a vu en photo. Sa mère, ça a dû être Alexia jeune, et elle est restée très élégante. Ce sont des sportifs, c'est une famille de sportifs. Et elle est blonde, elle a les cheveux coupés au carré. Elle a dû être, comme son mari d'ailleurs, encore plus belle quand ils étaient souriants et heureux. Là, on leur a appris quelque chose. Alexia est revenue chez nous après avoir le diplôme, et après, elle est restée 1 an à la maison. Et lui, il est venu habiter ici. Dans cette maison. Oui. Ils ont Avec vécu elle. 1 an. Ils ont vécu 1 an avec nous. Oui, ils ont vécu 1 an avec nous. Ici. Oui. Oui. Ils avaient leur chambre là-haut. Dans leur chambre. Vous l'avez aimé? Ah oui. Ça, on oui. peut pas renier ça. Oui, On on peut l'a pas aimé. le renier, c'est vrai. même avec le recul. Et comment ça se passait entre eux? Bien. Il n'y a jamais eu un souci. Jamais. Tout allait très très bien. Vous habitiez tous les quatre? Oui. Ah oui, on habitait les 4, oui. Oui, quand je vous dis qu'on l'a accepté comme un fils, on l'a accepté comme un fils. Oui, c'est exactement le mot. Ouais. Et ils se disputaient pas? Non. Ah non. On a eu un visuel ou une écoute d'altercation ni quoi que ce soit. Jamais. C'est jamais arrivé à la maison. Alors c'était un bon gendre, c'était un couple qui ne se disputait jamais. En fait, le problème, il était au plus intime du couple, Jonathan et Alexia. Il était dans leur rapport intime, pas sexuel, intime, encore plus profond, et leur difficulté à avoir un enfant. Et ça sera au cœur des débats du procès qui va se dérouler devant la cour d'assises. Alexia voulait un enfant, Jonathan était un peu plus réticent. L'un des deux avait des problèmes pour faire un enfant. Jonathan suivait un traitement, Alexia aussi, et pourtant, et malgré ça, Alexia avait réussi à tomber enceinte et c'était un grand jour. Et 3 mois avant le drame, le couple avait invité les parents d'Alexia chez eux. Ils étaient partis de la maison des parents d'Alexia. Ils s'étaient installés dans l'ancienne maison d'Isabelle Fouillot. Ils avaient invité Isabelle et Jean-Pierre pour leur annoncer une grande nouvelle. Elle avait mis un pot avec un chou et une rose sur la table. Et elle me dit, mais vous remarquez rien qu'elle me disait? Je lui dis, non, je buvais l'apéritif tranquille. Elle me dit, ça te parle pas, ça, qu'elle me disait en montrant la rose et le chou? Et c'est là que j'ai compris, elle était heureuse de nous dire qu'elle était enceinte, quoi. C'était son plus grand bonheur. Il venait de prendre La maison à son jour. La maison de son jour. Qu'est-ce que c'est la maison de son jour? C'est ma maison dans laquelle j'ai été élevée, c'est ma maison d'enfance qu'on leur a vendue, et je voulais qu'il y ait une nouvelle génération qui soit heureuse là. Je pensais qu'elle serait heureuse dans cette maison où j'ai été heureuse moi. Ouais, voilà. Alors l'histoire, elle aurait pu s'arrêter là. Vous auriez passé un quart d'heure à écouter la vie d'un jeune couple et ça aurait peut-être été pas plus mal. Et là, il se passe que 3 mois après, elle a fait une fausse couche. Et c'est autour de cette table, dans cette pièce, qu'Isabelle et Jean-Pierre ont vu leur fille en vie pour la dernière fois. C'est cette fameuse soirée raclette qui a été racontée partout. Il y a Jean-Pierre et Isabelle Fouillot, Alexia et Jonathan Daval, Stéphanie et Grégory Gay, et puis il y a le petit garçon de Stéphanie et Grégory qui va égayer toute la soirée.
C'est là, autour de cette table, que la famille a pris son dernier repas, cette fameuse raclette. C'était un vendredi soir, donc d'habitude, il fermait assez tard, vers 20h, 21, 20h30. Il arrivait à 20h, tu étais là. Il en manquait un, il manquait Jonathan. C'était un peu, on s'est dit, tiens, c'est bizarre, il sait qu'on est tous là, il n'est pas là. Donc voilà, j'ai même dû appeler, ou c'est Alexia qui a dû l'appeler sur mon portable pour savoir où il était, pourquoi il n'était pas là. Donc on l'a attendu. Et puis bon, quand il est arrivé, on a pris l'apéritif. J'ai offert le cadeau à James que j'avais acheté pour son anniversaire. Et puis après, on est passé à table. Une fois qu'on a tous bu l'apéritif, on est passé à table. Puis voilà. Donc, vous dînez tous ensemble, ça se passe bien. Tout à Très fait. bien. Comme d'habitude, tout se passe très bien. Pas un mot plus haut que l'autre, tout le monde s'entend bien. On rigole, des vannes, des plaisanteries. Voilà, exactement. Oui. À 23h30, tout le monde se sépare. Donc à la maison des parents Fouillot, il y a Jean-Pierre et Isabelle, il y a Stéphanie et Grégory qui dorment ici avec leur petit garçon. Et puis Alexia et Jonathan rentrent chez eux, dans leur maison. Il est 23h30 à peu près. Et Jonathan dira plus tard aux gendarmes, on est arrivé à minuit chez nous. J'ai garé ma voiture, on est allé se coucher et on n'a plus bougé jusqu'au lendemain matin. Ce qui est sûr, c'est qu'une dispute a éclaté entre Jonathan et Alexia. On ne connaît pas le motif. La seule version qu'on a aujourd'hui, c'est celle de Jonathan, qui en est venu aux mains. C'est très très vite monté et Jonathan raconte qu'il a étranglé Alexia à main nue pendant 5 minutes. C'est long, 5 minutes. Les légistes, eux, disent qu'elle a perdu connaissance au bout d'1 minute. Et bien évidemment, ça écarte totalement la thèse de l'accident. Jonathan dit, lui, j'avais pas conscience de ce que j'étais en train de faire. J'ai appuyé mon corps sur elle. Elle est morte comme ça. Je m'en suis pas vraiment rendu compte. Mais c'est toujours la version qui est donnée dans ces cas-là. On a rarement quelqu'un qui dit, je l'ai étranglée, j'en pouvais plus, je l'ai étranglée. Alors en ce qui concerne le motif, Jonathan soutient qu'Alexia voulait avoir un rapport sexuel parce qu'elle avait fait une fausse couche, donc elle voulait cet enfant et que lui, il n'avait pas envie ce soir-là. Et qu'elle l'aurait harcelé et que c'est comme ça que la dispute aurait éclaté. Mais vous allez voir, en fait, il a changé de version à plusieurs reprises par la suite. Première version, la joggeuse disparue. Le lendemain matin de la raclette, Jean-Pierre ouvre son bar comme d'habitude, ou presque. Il a un peu de retard parce qu'ils se sont couchés tard, donc au lieu d'ouvrir à 6h, il ouvre à 6h30. Il y a d'ailleurs, il s'en souvient, des clients devant la porte qui ne sont pas très contents de le voir arriver à 6h30, mais la matinée se déroule normalement. Jonathan vient boire un café dans le bar de son beau-père. Alors moi, Jonathan, il est passé me voir le matin, boire un café, comme il faisait de temps en temps. Et puis on a discuté 5 minutes, et puis au bout d'un moment, Jonathan me dit oh, je suis inquiet, Alexia, elle est partie courir, elle n'était pas bien, elle est fatiguée, mais elle a quand même voulu partir courir. Bon, c'est tout, ça s'arrête là, il boit son café, et puis il s'en va. Il est remonté à la maison à ce moment-là, je crois, pour... Et il est arrivé à 11h30 ici. Et là, il était presque en larmes à la porte d'entrée, en nous disant qu'elle était partie courir 2 heures avant et qu'elle était toujours pas rentrée. Mais je lui dis, mais t'affole pas, quoi, 2 heures, elle a peut-être rencontré quelqu'un le long de la route, une copine, elle discute, ça arrive... Elle va arriver. Non, je suis sûre qu'il est arrivé quelque chose. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'auparavant, mais il est le seul à le savoir encore, il a pris le téléphone d'Alexia et il a envoyé un texto à la sœur d'Alexia, Stéphanie, en lui disant
Hello, je vais courir et je passerai vous voir après si j'ai la motivation. Bisous. Et là, personne n'a de Et raison ça, de je me douter. dis, mais a posteriori, mais c'est vrai, elle allait jamais courir, Alexia. Elle courait sur Pourquoi sur un tapis. Oui, elle avait un tapis chez elle, elle courait sur le tapis. Pourquoi j'ai gobé ça? Je ne sais pas. Et puis, effectivement, le temps passe et là, tout le monde commence à se poser des questions. Mais Jonathan se les a posées avant les autres, hein. Au moment où il n'y avait pas lieu de se poser des questions. Grégory, le beau-frère, hein, va décider de l'aider, de l'accompagner, et il prend sa voiture et les voilà partis tous les deux d'Angrais. Alors d'abord au domicile d'Alexia et Jonathan. Ils vont voir si Alexia est rentrée, donc elle n'y est pas. Oui, alors Jonathan est monté dans la maison, puis elle appelait Alexia. Il appelait Alexia pour savoir si elle était rentrée. Et tout ça, c'est Et tout ça, c'est oui. Quand on y pense, après, il a fait semblant d'appeler Alexia pour que Grégory l'entende bien. Et de là, ils vont à la gendarmerie. Ils sont allés déjà à l'hôpital voir. Ah, ils sont allés à l'hôpital avant. Ils sont allés à l'hôpital voir si des fois elle n'était pas à l'hôpital. Alors moi, j'apprends ça. C'est mon épouse Isabelle qui redescend au bar avec Stéphanie. Et elle m'annonce que Jonathan est en train de paniquer. Alexia n'est pas rentrée. Ils sont à la gendarmerie. Alors moi, je quitte le bar. Je laisse tout le monde, je quitte le bar et je vais, je prends le camion et je vais là où elle a fait son parcours, voir si je la trouve. Je crie partout, je vais dans les bois, je crie Alexia le plus fort que je peux. Et bon, après, au bout d'un bon moment, je reviens au bar et puis on décide de fermer le bar et puis... On a peur qu'il soit arrivé quelque chose. À 15h, les gendarmes décident de déclencher des recherches avec des maîtres chiens. Ils partent de la maison de Jonathan et Alexia, seuls évidemment. La famille n'a pas le droit de les suivre, on comprend pourquoi, parce qu'il ne faut pas troubler un chien de recherche. Alors, Jonathan était à côté de moi sur le muret dehors. Il a pleuré avec nous. Sa maman est pendant, venue lui mettre une couverture et il pleurait. Parce qu'il avait froid. Parce qu'il avait froid. Et il pleurait. Et il pleurait. Il était dans un état, on avait pitié de le voir dans l'état qu'il était. Mais il était dans un c'est vrai état comme s'il était à la limite drogué. Et, sa réaction, c'est vrai qu'à posteriori, elle n'est pas normale. Il aurait dû partir avec les autres, avec les jeunes, avec les neveux et nièces. Tout le monde est parti chercher. Alors Ils ont tous pris leur avec nous. voiture. Ils ont tous pris leur voiture dans les bois, comme a fait Jean-Pierre pour la chercher. Et lui, il est resté là. Il est resté là à côté de nous. Mais nous, on ne peut pas percuter à ce moment-là. On ne se rend pas compte, nous, que à la limite, on ne se met pas à sa place. Il se met avec nous. À sa place, normalement, il aurait dû courir, aller chercher partout. Mais nous, on ne se rend pas compte de ça. Non, on ne s'en rend pas compte. Certains diront, ouais, c'est quand même suspect. C'est bizarre, ça. D'autres peuvent dire, bah non, il est tétanisé. Il est perdu. Tout le monde se pose des questions, tout le monde pleure, tout le monde... on est dans l'attente. On attend, on regarde les infos. Mais il y a des petites choses qui se passent qui sont a posteriori bizarres aussi. Et il m'a montré à moi et à une ou deux personnes de notre famille un tiroir où il y avait des médicaments. Il nous emmène dans la chambre et il nous tire un tiroir en nous disant « Vous avez vu tous les médicaments qu'il y a ?» C'est la première chose qu'il nous a montré. Pourquoi? Je me suis juste dit « Mais pourquoi il nous montre ça ?» Ça n'avait pas lieu d'être, mais bon, moi je cherchais ma fille, je suis passée à autre chose. Plus tard, on va comprendre, puisqu'on sait qu'Alexia prenait des médicaments et que la version et la défense de Jonathan Daval, ça sera de dire elle était sous médicaments pour pouvoir avoir un enfant, elle était sous calmant, antidépresseur, et c'est peut-être ça qui a fait d'elle la femme énervée qui aurait giflé son mari et qui aurait provoqué la dispute. Donc,
Le fait de montrer les médicaments, c'est déjà une partie de son plan, de la construction de son plan de défense. Il est en train d'élaborer tout son système de défense, ou d'explication en tout cas, à ce qui a pu arriver au cas où il se ferait prendre. Les consignes sont données, 200 personnes participent aux recherches le long des rives de la Saône, entre Grès-la-Ville et Velay. C'est là qu'une jeune femme de 29 ans effectuait son jogging samedi matin. Elle n'est jamais rentrée. Le samedi en fin d'après-midi, on comprend tous qu'il y a un vrai problème à Grès. L'affaire commence à tourner partout. Ça a pris une ampleur tout de suite, ça est monté en flèche du fait qu'il a essayé de faire passer ça sur une disparition de joggeuse. Et c'est à ce niveau-là, je pense que l'impact médiatique, il a été énorme à ce niveau-là. Parce que c'était une disparition de joggeuse. Puis bien évidemment, il y a ce moment, après la découverte du corps d'Alexia, où Jonathan Daval va prendre la parole entre son beau-père et sa belle-mère, qu'ils soutiennent. Il est en larmes. Il est petit, mais entre eux, il paraît encore plus petit ce jour-là. Mon épouse et moi partageons la même soif de liberté à travers nos activités sportives. Alexia aimait nager et courir, passion qui nous réunissait, tant dans l'effort que dans l'épanouissement de notre couple. Elle était ma première supportrice, mon oxygène, la force qui me poussait à me surpasser lors de mes challenges physiques. Il y a la France entière qui l'écoute et il est en train de nous mentir à tous. Et je suis sûr que vous aussi, vous vous êtes dit, il n'est pas clair, Jonathan, c'est lui qui a fait le coup. Après coup, ce qui est vraiment étonnant dans cette affaire, c'est que on comprend que dès le premier jour, les gendarmes savaient que c'était lui. Alors moi, j'aurais aimé être chez les gendarmes, dans leur maison, qui ont dit à leur femme le soir, bah, il nous raconte des bobards, il nous raconte qu'il est rentré, qu'il a dormi. Bien sûr que non. Le voisin, à 1h30 du matin, il a entendu la plaque d'égout. Donc ça veut dire qu'il a ressorti sa voiture de chez lui. Donc il nous a raconté des conneries. Il ne s'est pas couché à minuit, il a bougé sa voiture. Et puis, sa voiture, elle était équipée d'un tracker. Son patron avait mis un tracker pour suivre Jonathan Daval. Et donc il a ouvert 3 ou 4 fois le coffre de sa voiture dans la nuit. Donc il s'est passé quelque chose. Et puis les traces de pneus qu'on retrouve sur les lieux du crime, c'est des pneus qui correspondent exactement aux pneus de sa voiture. Mieux encore, il y a une marque sur un des pneus qui est la même marque que sur sa voiture. Quand les gendarmes lui ont dit ça, imaginez la tête de Jonathan Daval. Et qu'est-ce qu'il peut leur répondre? Sinon, c'est vrai. C'est pas ce qu'il va faire tout de suite. Parce qu'il s'accroche à sa vérité. Comme souvent des gens qui ont du mal à passer aux aveux. Il s'accroche à sa première version. Je n'ai pas tué Alexia. C'est pas vrai, c'est pas moi. Et c'est là qu'on lui demande, mais vous êtes complètement fou, vous n'avez rien vu. Comment est-ce que vous avez pu être aussi naïf? C'est pas facile de leur poser cette question, hein. Croyez-moi que pour leur poser cette question-là, il faut en avoir posé 20 ou 30 avant, hein. Pour que celle-là, elle arrive, boum. Et puis il faut s'excuser avant de la poser. Mais comment ont-ils pu être aussi naïfs? Parce qu'à aucun moment... Il pleurait tellement, il était tellement... Il pleurait avec nous le soir, il était allongé sur le canapé, là, exactement, il était allongé là, il pleurait avec nous. Elle me manque, j'arriverai pas, vous êtes mon seul cordon à la vie. Voilà ce qu'il nous disait, Jonathan, le soir. Sans vous, c'est plus la peine... Nous, on essayait de tenir le coup pour lui. Oui, c'est exactement ça. Les Fouillots ont tellement confiance en lui que le lundi 29 janvier, quand Jonathan, coup de tonnerre, est placé en garde à vue, ils ont tellement confiance en lui qu'ils n'arrivent pas à croire qu'il puisse être coupable. Non, on n'y croit pas. S'il n'avait pas avoué... S'il l'avait mis en examen et incarcéré, on aurait crié au scandale. Moi le premier. Hein. C'était impossible. Le lendemain, Jonathan Daval finit par avouer le meurtre d'Alexia et disparaît définitivement la version 1, celle de la joggeuse disparue.
On est à la version 2. Jonathan a tué sa femme. Quand il Il était a mis en fallu examen, qu'on puis soit qu'il devant avait- la télé pour Quand savoir que il avait reconnu les faits. Mais nous, on était, alors là, on savait même plus quoi dire, nous. on Hein. était On était, Vous étiez tous les deux anéantis. à cet endroit-là. Oui. là où vous Oui. êtes assis. On oui, était anéantis. Anéantis. Mm. C'est comme si on avait repris un coup de poignard, là. Qu'est-ce que vous vous êtes dit l'un et l'autre et l'un à l'autre? Ben, que c'était pas possible, que c'est l'horreur. Comment on a pu passer à côté de ça? C'est la première réflexion qu'on Et se ça, on fait. s'en Quoi. veut, par contre. On s'en veut Mm. d'être passé à côté de... Quand on dit que l'amour rend aveugle, c'est on vrai. on était en plein dedans. Mm. Parce que Jonathan, nous, jamais on aurait dit du mal de lui. Jamais, jamais, jamais. Il a Jamais su on se aurait rendre cru ça. indispensable à nos yeux. Il a su se rendre le gendre idéal. Mm. Il a su nous aimer comme on croyait qu'on était une famille avec lui, quoi. On pensait qu'on était tout pour lui. Il vous a baladé, il nous a tous baladés. Ah oui, il a baladé la France entière. Il a baladé les clubs de sport, il a baladé tous les jogging. Grélois, tous Les les gens de joggeurs en Franche-Comté France. qui sont venus à la Marche Blanche. Une ville de 5000 habitants, on était 10 000 à la Marche Blanche. Il a baladé tout le monde. Mais nous, on n'a rien vu. Nous. On s'est fait Et les balader. réflexions sont tellement faciles. Hein. Oh, comment, tu as rien vu? Ou alors, ah ben moi je m'en doutais. Mais bon, ça c'est de la réflexion facile, c'est de la réflexion de bar, on va entre parenthèses. Mais quand on est au sein d'une action, eh ben on se rend pas compte de tout ça. Nous, on n'a rien vu qui dépassait de ce couple. Voilà. Nous, on les croyait heureux. Alexia n'a jamais nous a dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le couple. Jamais elle nous a dit quoi que ce soit. Ni à nous, ni à sa sœur. Et là, Jonathan se lance dans ce qui paraît être une version désespérée. C'est la version 3, le complot familial. La version 2, c'est Jonathan reconnaît avoir Par tué accident. Alexia. La version 3, c'est C'est nous. Grégory. meurtrier. Oui, c'est Grégory le meurtrier. Moi, j'aurais déplacé le corps avec le camion, avec mon trafic. Stéphanie aurait raccompagné Jonathan à la maison, à son jour. Après, Puis moi, je gardais James. on est tous impliqués. On était tous impliqués. À plusieurs niveaux, on est tous impliqués. Quand vous entendez ça, j'ai envie de dire, ça vous fait rigoler, sauf que ça vous fait pas rigoler parce que c'est pas drôle. Mais comment vous réagissez? Alors, Ah ben, nous, on était l'apprend donc dans le bureau de la juge. L'instruction. C'est le juge qui nous fait venir à son bureau, qui nous convoque, et il nous raconte ça. Mais moi en premier instant, j'ai pas compris. Je croyais que il nous raconte quoi là. Oui, on avait envie de rigoler. Là. Oui, C'était on avait tellement envie de gros. rigoler parce que c'était gros. Mais après, on a vu que c'était quelque chose de sérieux et que on risquait de ressortir du bureau avec les bracelets. Celui qui va avoir la bonne idée pour faire craquer Jonathan Daval, c'est le nouvel avocat de toute la famille. Exit l'ancien avocat qui n'a pas fait le job. Et arrive dans l'affaire Gilles-Jean Portejoie, ancien bâtonnier de Clermont-Ferrand, qui va dire on fait une confrontation. Et tout le monde n'est pas d'accord. Hein. Tout le monde n'est pas d'accord. On va confronter Jonathan Daval avec chacun des acteurs de l'affaire, avec sa belle famille. Avec séparément Grégory, son beau-frère, Stéphanie, sa belle-sœur, Jean-Pierre Fouillot, son beau-père, Isabelle Fouillot, sa belle-mère. Et ça, Jonathan Daval le craint. Il la craint, cette confrontation. Je voulais aller sur la corde sensible. Je l'aimais, ce gamin. Donc, je voulais savoir
exactement ce qu'il avait dans sa petite tête. Pourquoi? Nous, on savait que c'était lui le coupable. Nous, on le savait. Ce qu'on voulait, je voulais arriver à lui faire sortir ça. Et je me suis dit qu'en lui emmenant une photo du chat et d'Alexia, ça allait peut-être lui déclencher quelque chose. Quand je suis arrivée, je lui ai déjà dit bonjour Jonathan, gentiment. Je l'ai regardé et je lui ai dit bonjour Jonathan. J'étais assise à côté de lui pratiquement, hein. Il m'a regardé, il m'a salué d'un geste. Il m'a répondu ouais, de la tête. Et on a parlé de tout et je lui ai demandé. J'étais partie sur leur mariage pour savoir s'il avait aimé Alexia pour en arriver là. Pourquoi est-ce que il ne voulait rien dire parce qu'on savait que c'était lui, il n'avait plus qu'à reconnaître, ça n'allait pas changer sa peine de prison, que ça n'allait rien lui changer, mais que nous, il fallait bien qu'on avance et puis que lui aussi, il pourrait se reconstruire s'il nous disait la vérité aussi, s'il sortait de ce déni. Et j'avais lu une phrase de Madame de Staël qui dit que comprendre, c'est pardonner. Et je suis partie là-dessus et je lui ai dit, je voudrais bien comprendre, explique-moi. Peut-être qu'on pourra te pardonner et toi, tu pourras reconstruire ta vie et avancer. Et là, après, il m'avait redonné la photo et je lui ai demandé ce que ça lui faisait de revoir Happy et de revoir Alexia. Vous lui avez tendu la photo? Oui, il a pris la photo et je lui ai laissé, il l'a gardée, la photo. Ça s'est tellement passé en une fraction de seconde que c'était tellement vite qu'il s'est jeté à mes genoux. Et ben, je l'ai relevé puis je l'ai pris dans mes bras. Qu'est-ce que vous voulez? Donc il a avoué que c'était lui qui avait bien tué Alexia. Mais pour lui, il gardait toujours cette idée d'accident. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Mais après, je pouvais plus rien lui dire. Je l'ai remercié d'avoir avoué. Après, le juge d'instruction a bien voulu qu'on passe dans une pièce indépendante avec Grégory, Stéphanie, Isabelle et moi et Jonathan, tous les 5, pour discuter. Ça a été assez bref au niveau de Grégory et Stéphanie, parce qu'eux, ils n'avaient pas le même... ils étaient accusés de meurtre. Donc, ça a été rapide à leur niveau. Et nous, on est restés 5 ou 10 minutes de plus. Je lui ai demandé si c'était lui qui... Pour la crémation, si c'était lui. Je lui ai dit, mais continue d'avouer maintenant. Et là, il m'a juré que c'était pas lui. Il me disait, non, c'est pas moi. Voilà. Plusieurs fois, il nous a dit non. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Alors, je lui ai dit, c'est quelqu'un de ta famille. Non, qui nous a dit. À un moment donné, il a dit, je peux pas le dire. Il nous a dit qu'il était impardonnable. On n'avait pas à lui pardonner, qu'il était impardonnable. Que sa vie était foutue, Que celle d'Alexia était foutue. Oui, celle d'Alexia aussi, on lui a bien... On lui a dit. Sur lui. Oui, voilà. Sur la fin de la conversation... Il pleurait sur lui. Il pleurait sur lui, sur ses misères à lui, qu'il avait maintenant en prison. Il entendait les prisonniers qui devaient lui dire « Alors, qu'est-ce que tu vas faire à Alexia ce soir ?» ou des choses comme ça. Ouais. Et puis vous vous êtes séparés comment? On l'a quand même embrassé. Et là, je sens que c'est comme si il se disait j'aurais pas dû dire ça. Ça, j'aurais pas dû le dire, j'aurais pas dû le faire. Et puis il revient à son naturel d'homme bon et il fait ouais, je l'ai embrassé quoi. Je l'ai embrassé. Moi, ce qui m'a beaucoup interpellé,
c'est que Alexia, pour la mettre dans la voiture, des escaliers jusqu'à la voiture, quand on a aimé quelqu'un, même si un drame vient arriver, On la porte. on la porte, on la prend dans ses bras, on prend la personne dans ses bras. Jonathan, il a tiré Alexia par les pieds Comme un sac jusqu'à de la patates. voiture, comme un sac à patates, de patates. Arrivé dans le sous-bois à la reconstitution, il sort Alexia de la voiture, il la prend par les pieds, il la tire sur 50, je ne sais plus combien de mètres, il la tire par les pieds jusqu'à l'endroit où il va la déposer et ils mettent le feu. Et ça, c'est une image. Je sais pas, on accepte plein de choses, mais ça, quand on a aimé quelqu'un, qu'on réagisse avec une telle atrocité, pour moi, c'est pire que l'acte. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est un non-respect du corps, de la personne. Ça, c'est une image qui fait mal. Dans les parents, c'est Jean-Pierre qui a énormément de mal à admettre ça ou à comprendre ça. Pourquoi lui avoir fait du mal après lui en avoir déjà fait? Pourquoi avoir brûlé son corps après l'avoir tué? À quel moment Jonathan Daval cesse-t-il d'aimer Alexia pour lui faire ce qu'il lui a fait? Là, le film est presque terminé, hein. Il y aura le procès, il y aura la condamnation, il y aura peut-être un appel. Mais si le film était réécrit autrement, ce soir-là, ça se passe comme ça s'est passé, mais Jonathan vous appelle et vous dit venez vite, il s'est passé quelque chose. Ça serait totalement Ça différent. change tout. On pense que ça changerait tout. Là, ça serait un accident. Hmm. Et là, il dirait vraiment ce qui s'est passé et on en resterait là. On s'est disputé, on s'est battu. Voilà, c'est ça. J'ai pas voulu ça, elle est morte. Exactement. Et là, ça aurait pu changer. Exactement. C'est malheureusement le genre de drame qui arrive. Et c'est pour ça qu'il y a des zones d'ombre. C'est parce que ça s'est pas passé comme ça. Vous avez encore la voix d'Alexia dans votre tête? Oui. Oui. Sur certains mots. Par exemple, quand elle arrivait, ah, papounet. Mamounette, elle me disait, moi. Oui. Et Quand d'ailleurs, elle j'ai voulait- entendu quelqu'un qui disait à sa maman Mamounette. Oui. Ça fait mal, quoi. Vous avez gardé des choses de sa voix, du son, quelque chose, un enregistrement, un dernier message sur un portable? Je les ai, mais je peux pas les écouter. J'ai tout gardé, oui. J'ai ces messages, j'ai tout gardé, oui. Vous les avez jamais réécoutés? Non, je peux pas. Ça me fait trop mal. Vous les réécouterez un jour? Sans doute, oui. Quand ça ira mieux, si ça va mieux un jour. J'ai trop de souvenirs, là, je peux pas. Je peux pas. Je sais pas comment on va faire après. Nous, là, notre vie, elle s'est arrêtée il y a 2 ans. Hein. L'avenir, on peut pas dire qu'on en ait un florissant. Mais Stéphanie vous a donné une petite fille, vous êtes grands-parents encore une fois, c'est pas rien. Oui, C'est pas rien, oui, heureusement. ça nous aide à tenir. Ça nous aide. Ça va nous aider. Ça ne nous empêche pas de pleurer, je veux pas dire tous les soirs, mais presque tous les soirs. Vous savez, moi, j'ai attendu presque 50 ans avant de verser des larmes pour quelque chose, un truc, un autre, un décès. Et puis depuis 2 ans, eh ben, on n'arrête plus de pleurer. C'est de plus en plus dur. Voilà. Ces gens-là sont ancrés maintenant dans le malheur. Et quoi qu'ils fassent, ils tourneront autour de ce point d'ancrage, avec une chaîne plus ou moins longue pour certains, mais ils tourneront autour de ce point du malheur jusqu'à la fin de leur vie.
On peut rien faire à notre niveau, on peut faire que de subir. Donc, on a une éducation qui est ce qu'elle est. Elle n'est pas mirobolante, mais on est humain, tout simplement. Qu'est-ce que ça changerait de toute façon? Exactement. De toute façon, ça ne changera rien. La douleur, c'est la douleur. La douleur, Ouais. c'est la douleur. On ne va pas me la rendre, Alexia. Il ne peut pas me la rendre. Il Les- me l'a pris, mais il ne peut pas me la rendre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce On- qu'on fait? On souffre, mais à quoi ça sert de le laisser paraître constamment? La Ça société sert- va le punir. Il va être puni par la société. Et puis, ça Et puis, s'arrêtera là. ça s'arrête là. Mais bon, j'ai envie que Alexia... Je voudrais pas qu'elle soit partie pour rien. Si Et ça pourtant- pouvait éviter, je sais pas moi, que d'autres drames arrivent. Et donc l'entretien s'est terminé comme ça. Et après, il faut décompresser. Donc on s'est dit, on va pas se séparer comme ça. Allez, tiens, on va aller boire un verre. Et on est redescendu en voiture dans leur bar, le bar qu'ils tenaient. Et les gens ont l'élégance de ne pas leur reparler de cette affaire. On parle d'autre chose, mais on parle. Il n'y a pas de silence, il n'y a pas de moment où non, on va pas en parler, on va pas s'approcher d'eux. Le sujet d'Alexia qu'on n'évoquait pas avant, il y avait une affichette qui avait été posée par Jean-Pierre Fouillot. Votre silence est le plus beau des hommages. Merci de respecter notre sérénité. Cette affichette, elle a été enlevée parce que maintenant la vie a repris son cours. Ils étaient détendus, on a ri. On a parlé de la région, on a parlé des gens, on a parlé de tout un tas de sujets, tout sauf Alexia. Mais elle était comme pas très loin de nous. Retrouvez tous les épisodes de l'Instant Où sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming.